Bonjour Alain Coulombelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alain, tu es porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Tu viens de publier Chronique d'un emballement planétaire, vivre au temps du coronavirus. C'est aux éditions Libres et Solidaires. J'avais envie de commencer avec toi en partant d'une citation que tu mets en exergue de tout début de ton livre. Je la cite. Le virus s'impose comme la forme à venir de notre condition. Elle est tirée, pardon, j'ai du mal ce matin, d'un article publié par AOC, écrit par Thierry Bardani. Ça veut dire que nous ne sommes déjà plus dans une période d'exception, que les masques, les libertés perdues, les corps confinés, la surveillance, d'ailleurs tu parles de régime de surveillance, c'est désormais ancré dans nos sociétés et presque accepté. Oui, c'est vraiment ce que révèle quelque part cette pandémie. Euh, j'ai, pour ma part, relevé à minima beaucoup d'éléments hein, dans ce livre pendant la période du premier et du second confinement, puisque cette chronique, en fait, part du début du premier confinement en mars 2020 et se termine au moment de la fin du déconfinement en août 2020, où on sait qu'on va reprendre, quelque part, on le sait déjà, repartir sur une période à nouveau de confinement, puis peut-être de déconfinement, puis etc. Et c'est effectivement ce qui est marquant dans la période qu'on traverse actuellement, c'est qu'on passe quelque part de périodes de confinement, déconfinement sans cesse, comme si le virus s'était définitivement ancré dans notre réalité sociale et comme si nous ne pouvions plus que vivre quelque part au rythme du virus. Nous vivons actuellement, et depuis maintenant plusieurs mois, au rythme du virus, et il est peu probable que dans les mois qui viennent, cela change. Ouais. Et c'est donc ce régime d'exception qui est le nôtre aujourd'hui, qui quelque part est devenu un régime ordinaire, un régime général ordinaire, que nous avions d'ailleurs pressenti très en amont de la crise de la Covid, parce que ce que nous avons vécu avec le terrorisme, avec les lois d'exception au niveau social, etc., montrait déjà une capacité du système à se transformer en régime d'exception. Et c'est effectivement ce que montre ce début de pandémie. Tu reviens assez longuement sur un phénomène qu'on a presque oublié, qui est nouveau pourtant, mais qu'on a tous presque incorporé, j'ai envie de dire. C'est la distanciation physique. Et je te cite, en perdant la main comme on perd l'habitude, ne sommes-nous pas en train de perdre le contact, cette expérience tactile, matérielle avec la chair du monde? Qu'est-ce que ça dit de la société que l'on construit en ce moment, mais aussi plus général, plus symboliquement peut-être les enfants, je pense aux enfants qui sont privés du toucher, qui sont privés parfois même de l'expression visuelle avec les masques. Tu parles d'aptophobie, c'est quoi? L'aptophobie, c'est la maladie du contact. Hein. Ce sont des pathologies hein, médicales qui sont référencées depuis longtemps hein, et qui sont des pathologies liées à la peur du contact. Bon. Et effectivement, ce que montre là encore cette pandémie, c'est qu'on est entré dans une période où le contact avec le corps charnel devient de plus en plus difficile. Et on le savait déjà aussi depuis longtemps, puisque quelque part, la crise écologique que nous traversons depuis déjà un paquet de décennies est une crise aussi qui est liée à cette peur de la matérialité, à cette insensibilisation dans laquelle on s'est progressivement installé, qui met le monde matériel, le monde sensible, le monde physique de plus en plus loin de notre horizon. Moi, j'ai été frappé ces derniers jours, enfin, même, la semaine dernière, par une annonce enfin, qui me paraît complètement délirante, je crois, de l'Académie de médecine, qui nous recommande aujourd'hui de ne plus parler. Dans les Enfin, transports publics. alors, évidemment, il y a l'incise dans les transports publics, mais c'est quand même révélateur. C'est-à-dire, ce qui fait l'essence même de l'homme, sa parole, sa capacité à s'exprimer, à être un être sensible qui s'exprime à travers une parole, eh bien, même cela, aujourd'hui, on nous recommande de ne plus en user. C'est quand même le délire absolu du monde dans lequel on est vraiment dans une période de dystopie, quelque part, quand on voit aujourd'hui ce que
comment on nous affuble, les masques, les tenues vestimentaires dans les hôpitaux, la distanciation physique qu'on nous impose. Alors, hier, c'était 1 mètre, maintenant, c'est 2 mètres qu'on nous… Hein, enfin, et ça, ça fait partie de ce que moi, j'appelle la biopolitique. Enfin, moi, pas moi, Foucault appelait la biopolitique et que beaucoup aujourd'hui ont repris comme étant effectivement un signe de notre situation actuelle, comment dire, cette peur de l'autre, cette peur du contact est effectivement un élément tout à fait significatif de ce que nous vivons. Autre conséquence de la distanciation physique, et ça, on en parle beaucoup moins, tu en parles dans ton livre, c'est l'imaginaire que l'on construit aussi des villes, le changement, ou en tout cas la construction des villes et du paysage urbain qui va s'adapter au virus. À quoi va ressembler justement les villes de demain? À quoi vont ressembler les villes de demain? Bah là, c'est difficile à dire, mais effectivement, là, ça prolonge aussi des réflexions qui existent depuis longtemps maintenant dans le monde de l'architecture, des urbanistes, etc., sur, alors, soit la ville intelligente pour les uns, soit au contraire une critique de la métropolisation du monde, Ouais. avec la densification des milieux, etc., qui sont effectivement des facteurs de propagation plus importants du virus. Et tu parles d'ailleurs de la ville de Wuhan, d'ailleurs. Exactement. Alors là, oui, j'en parle aussi parce que Wuhan a quelque chose d'assez comment dire, curieux. C'est-à-dire que c'est à la fois un mélange de surmodernité, hein, à la Dubaï, quelque part, et en même temps avec la coexistence de marchés où s'étale au contraire un rapport à l'animal, au sauvage, à la primitivité quelque part, tout à fait, comment dire, contrastant avec au contraire la surmodernité de cette ville. Et je crois qu'effectivement, ce que dessine là aussi la pandémie, c'est une nouvelle interrogation par rapport à l'espace urbain. Alors la ville de demain, elle sera probablement, comment dire, marquée par cette pandémie parce qu'elle va nous obliger effectivement à nous interroger à la fois sur nos mobilités, sur l'espace public, etc., etc. Maintenant, savoir comment les choses vont évoluer, ça m'est difficile de le dire aujourd'hui. Tu parles d'emballement, c'est même le titre de ton livre. Tu dis qu'on est condamné à compter nos morts sans rien regarder de ce qui se passe autour de nous dans le monde, au Yémen, en Libye, le réchauffement climatique. Ça veut dire que pour toi, on en fait clairement trop? Il y a une forme de dramatisation de l'épidémie qui permet de justifier ensuite les expérimentations qui se font sur le corps social en son entier. La surveillance planétaire, la surveillance, ce dont on vient de parler, hein, la surveillance généralisée, les drones dans l'espace public, etc. Enfin, l'autorisation administrative de sortir, le couvre-feu, etc. Tout ça montre qu'on est rentré effectivement dans un régime de surveillance approfondi et quelque part, la dramatisation de la pandémie permet de justifier en fait l'installation de ce régime de surveillance et de cette expérimentation. Donc, on en fait probablement un peu trop. En tout cas, on nous infantilise probablement beaucoup trop, ce qui effectivement ne nous permet pas de réagir de manière satisfaisante à la pandémie. Ça veut dire, si on annonce un nouveau confinement, comme ça devrait être le cas cette semaine de la société française, de l'ensemble de la population, il faut désobéir à un moment donné ou pas? C'est difficile à dire parce que… Les étudiants qui sont dans leur chambre d'étudiants, on voit bien aujourd'hui le malaise, le mal-être, la crise sociale aussi qui pointe. Est-ce que ça veut dire qu'il faut désobéir sur un certain nombre de décisions qui sont prises? La situation dans laquelle on est mortifère. Ça, c'est clair. Elle est mortifère pour une partie de notre population, hein, que ce soit les jeunes en particulier, mais celles et ceux qui vivent dans des conditions précaires déjà vivent la pandémie de manière extrêmement douloureuse. Désobéir, peut-être le faudra-t-il. Peut-être que lorsque ce régime dystopique aura atteint un niveau de délire systématique, peut-être faudra-t-il désobéir. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est
on ne peut pas non plus ne pas, comment dire, ne pas se trouver comme désappointé par rapport à l'émergence de ce virus. Nos systèmes n'étaient pas prêts quelque part à, comment dire, à accueillir ce nouveau virus. Et il est difficile de se mettre aussi à la place des autorités publiques dans une situation aussi compliquée. Ouais. Tu écris que le désarroi et la peur, l'improvisation et le basculement dans une réalité non augmentée mais terriblement anxiogène et indéterminée. Qui aurait ou qui a intérêt à cette situation aujourd'hui, à créer les conditions d'un désarroi, d'une peur permanente? Ben ça, on est dans le prolongement de ce qui était déjà en place avant le début de la pandémie. Le management par la peur est un management qu'on a généralisé ces 20 ou 30 dernières années sous l'égide de l'orthodoxie néolibérale. Et donc, quelque part, la pandémie, elle ne fait qu'amplifier des process qui étaient déjà en cours avant la pandémie, que le système capitaliste avait déjà mis en place avant la pandémie et qui sont comme renforcés par la période que nous traversons. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une sorte de manipulation généralisée avec un centre qui dirigerait tout cela. C'est de l'intérieur même du système capitaliste, avec ses règles de fonctionnement, etc., son orthodoxie, que le virus vient amplifier du dedans même du système, avec, je parle par exemple à un moment du séparatisme de classe. Le séparatisme de classe, il ne date pas de la pandémie, mais quelque part, cette pandémie va renforcer le séparatisme de classe. On l'a vu avec l'envolée à nouveau des marchés financiers, mais on le voit aussi avec les milliardaires qui sont en capacité, par exemple, de s'acheter des passeports pour pouvoir vivre sur des territoires qui seraient en dehors de la pandémie ou en dehors des révoltes sociales. Donc, tout cela existe déjà avant la pandémie. La pandémie ne fait véritablement que renforcer les choses ou les révéler aux yeux du monde. Et en particulier, par exemple, ce que révèle la pandémie, c'est notre vulnérabilité absolue en tant qu'humain ou en tant que vivant humain par rapport effectivement à un épisode comme le virus actuel. Il y a quelque chose qui a changé depuis quelques semaines, voire quelques mois, enfin presque depuis le début de la pandémie, et dont tu parles dans le livre, c'est la parole de l'expert, de l'épidémiologiste, du réanimateur, du virologue, pas de l'infirmière ou pas de l'aide-soignante, mais du scientifique, du médecin. Est-ce que la science s'apprête à diriger le monde? Est-ce que c'est ça aussi une des conséquences de la crise que l'on vit en ce moment? La technoscience, pas la science en elle-même. D'ailleurs, on la voit, la science est comme désorientée quelque part aussi par la période actuelle, mais l'association des techniques et des sciences, oui, elle est déjà en cours depuis très longtemps. Un monde sans contact n'est possible que si la technoscience est au pilotage de ce monde sans contact. Les puces RFID, les recherches actuelles sur le virus, tout cela n'est possible que si on a déjà un système technoscientifique en place. Et effectivement, on parlait à l'instant des villes intelligentes. Une ville intelligente, ce n'est possible là aussi que si la technoscience prend le pas sur tout le reste. Et donc, il y a une forme d'abstraction du vivant, du monde dans lequel on vit, qui est aussi une des raisons de la pandémie actuelle et de sa virulence actuelle. Et donc, évidemment, on est dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que pour répondre à la virulence de la pandémie, on est amené à accroître nos capacités technoscientifiques, en particulier, on l'a vu là, dans l'emballement de la recherche pour aller de plus en plus vite dans la mise en œuvre d'un vaccin, où on a, par exemple, accéléré les phases 2 et 3 pour pouvoir mettre sur le marché le plus vite possible un vaccin.
Donc, on voit bien ici qu'on a une forme d'accélération, là aussi, des processus technoscientifiques qui sont en place et qui vont se justifier du fait même de la pandémie. Hmm. Tu consacres même tout un chapitre à la question de l'effondrement, mais tout n'est pas aussi noir dans ce que tu présentes, parce que tu dresses un certain nombre de pistes pour que l'on ne sombre pas ou que l'on ne s'effondre pas totalement. Tu parles de culture notamment, hein, qui est une des grandes oubliées, ou qui est sans doute une des plus confinées du moment, mais aussi de relocalisation. C'est intéressant parce que c'est un mot qu'on entend quand même beaucoup, d'ailleurs à droite comme à gauche, il faudrait tout relocaliser. Est-ce que la période que l'on traverse, où on est tous impactés par les décisions des géants du numérique, par les pandémies, par le réchauffement climatique, n'invite pas au contraire à penser et à agir au niveau mondial? Les deux, mon général. Je pense qu'à la fois, effectivement, il faut que l'on ralentisse quelque part le cours du monde. Et donc là, ça veut dire, si on effectivement on se donne comme objectif de ralentir le cours du monde, parce que le virus, la virulence de la pandémie, elle est liée aussi à la circulation, à la vitesse de circulation à travers le monde. Donc, on est bien obligé de s'interroger sur effectivement ces flux qui accélèrent, cette vitesse de circulation des flux à travers le monde. Donc, ralentir, ça veut dire effectivement en partie relocaliser. Ça veut dire en partie remettre de l'ordre sur nos territoires. Ça veut dire créer de la résilience au niveau local. Ça veut dire, etc., etc. En même temps, évidemment, on a besoin de régulations qui se mettent en place à l'échelle internationale. Donc, il faut arriver à combiner les deux. Une organisation comme par exemple l'Organisation internationale du travail, elle peut être utile à la définition de règles communes ou d'un cadre commun au niveau des entreprises, au niveau social, etc. Mais en même temps, on voit bien que pour résister à la pandémie, il faut qu'on soit en capacité de recréer de l'autonomie territoriale, de l'autonomie locale, et ça passe aussi par la relocalisation. Mais attention, moi je suis extrêmement sceptique sur le temps d'après. Je crois que le capitalisme va au contraire utiliser la période qu'il traverse actuellement pour se renforcer et non pas pour revenir à d'autres modalités d'organisation sociale ou économique. Sans transition, j'ai une dernière question pour toi, Alain. Je l'ai dit, tu es porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Hier, le journal L'Opinion a publié un sondage sur l'élection présidentielle dans lequel il teste Yannick Jadot. Selon les configurations, son score oscille entre 7 et 10%. Dans un autre sondage sur la popularité des hommes et des femmes politiques de ce week-end, il est tout en bas de la liste. Il est trop peu connu. Une candidature de Yannick Jadot, elle te paraît raisonnable? Ce qui n'est pas raisonnable, c'est la dispersion des candidatures. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est qu'actuellement, on nous parle d'Anne Hidalgo, on nous parle d'Arnaud Montebourg, on nous parle de Yannick Jadot ou d'Éric Piolle, on nous parle même de Fabien Roussel, etc., etc. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est qu'on ait des responsables politiques qui, aujourd'hui, ne voient pas le danger qu'il y a, parce que dans les sondages dont tu parles, il y a Le Pen à 49%, peut-être au second tour, c'est-à-dire à l'intérieur de la marge d'erreur des sondeurs. Et donc, ce qui n'est pas raisonnable, c'est de se prendre ce risque-là. Aujourd'hui, dans le camp des gauches et des écologistes, nous avons la responsabilité de nous rassembler. Autour de qui? Ça, c'est un autre problème. Mais autour d'un projet qui me semble effectivement nécessaire, c'est-à-dire un projet écologiste, social et tu penses et que démocratique. ce projet-là devrait permettre, ou en tout cas un projet pourrait aujourd'hui permettre de rassembler les Anne Hidalgo, les Arnaud Montebourg, les Yannick Jadot, les Éric Piolle? Oui, je pense qu'effectivement, le travail sur le projet est essentiel et que la question de qui portera le projet doit venir ensuite, mais je crois que nous devons le faire à l'aune de nos responsabilités actuelles qui sont celles que tu viens de décrire. Les sondages nous donnent des résultats pour le moment qui sont extrêmement décevants par rapport au camp que nous représentons. Assez La première des choses… Comment ? Assez désespérant, oui. Ah oui, décevant et désespérant. Et la première donc des choses à faire, c'est de redonner un minimum d'espoir à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se résoudre
à voir le duel Macron-Le Pen récidiver dans un an, avec le danger supplémentaire qui est que l'extrême droite est à la porte du pouvoir et du gouvernement. Enfin, on ne peut pas, ne pas prendre nos responsabilités face à ce danger-là. Et donc, effectivement, moi, j'invite tous mes amis de gauche et écologistes à travailler à ce rassemblement. Merci beaucoup Alain, je le rappelle, tu publies Chronique d'un emballement planétaire, vivre au temps du coronavirus, aux éditions libres et solidaires. Ça se lit assez rapidement et surtout Oui. ça remet quelques idées au clair et surtout nous permet aussi de se poser les bonnes questions dans un temps où on nous impose beaucoup d'idées reçues. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.